tonnes de plastique qui se déversent dans l'océan. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, je m'appelle Simon, je suis ingénieur et officier de la marine marchande. J'ai navigué pendant presque 2 ans autour du monde. Et quand j'ai pris conscience des ravages de cette pollution plastique, j'ai eu envie d'agir. Maintenant, c'est notre bateau. J'ai un peu le sentiment de passer du statut d'élève officier avec très peu de responsabilités et assez peu de connaissances, au statut d'armateur qui est responsable du bateau et qui assume financièrement les frais. C'est l'accomplissement depuis tous ces mois de recherche. On a enfin réussi à trouver notre navire. L'objectif, c'est de faire de ce bateau un ambassadeur, un navire emblématique avec des solutions pour réduire le plastique. Je voulais, avant de vous raconter ce qu'on fait avec Plastic Odyssey, vous avez vu quelques images, ça vous met dans le bain, je voulais vous raconter un peu l'histoire, comment est-ce que tout ça est né. Et donc, vous l'avez vu, moi à l'origine, je suis officier de marine marchande, et j'ai commencé à peu près, ça fait 6 ans, à lancer ce projet. Mais avant ça, j'ai commencé par des petits projets étudiants. Et donc, le premier, c'était un concours qui s'appelait Hydrocontest. L'objectif, c'était de construire les bateaux du futur. Donc on avait tous 200 kg de béton à transporter, qui représentaient des containers. On avait tous le même moteur électrique, et il fallait inventer un bateau, donc concevoir, construire une maquette de bateau qui faisait 3 mètres de long maximum, pour transporter cette cargaison avec très peu d'énergie. Et donc aller le plus vite possible en transportant ces 200 kg de béton. Et parce qu'on n'était pas forcément architecte naval, parce qu'on était juste marin, on a eu une idée un peu folle de construire un bateau qui transportait la cargaison sous l'eau. Donc là, vous pouvez voir, on était en train de charger le bateau avec nos parpaings. Et ce qui fait que donc, tout était dans une torpille, un peu comme un sous-marin. Et la passerelle de navigation avec l'équipage, où là c'était la radiocommande, était au-dessus de l'eau. Et à la surface de l'eau, on n'avait rien. On avait juste un mât qui traversait, ce qui fait qu'on n'avait pas de résistance de vague, on n'avait pas cette vague d'étrave que le bateau génère quand il avance sur l'eau, et on économisait énormément d'énergie. Et ça a été pour moi le premier exemple de ce que dit souvent Bertrand Piccard. Il dit c'est pas les fabricants de bougies qui ont inventé l'ampoule. Donc c'était exactement ça. On ne connaissait rien à l'architecture navale. Quand on a été voir des architectes navals, ils nous ont dit « Non mais votre cahier des charges, là, ça ne va pas du tout, vous n'arrivez pas à faire un bateau avec ça ». Et quand on est revenu un peu plus tard avec cette idée, ils nous ont regardés et ils se sont dit « Ah ok, c'est intéressant votre truc, on n'avait pas pensé à ça ». Et donc ça a été la première expérience qui m'a donné envie d'entreprendre, d'aller au-delà de mon métier de marin, de navigant. Et donc j'ai continué comme ça, en rencontrant un jeune ingénieur, Corentin de Châtel-Perron, dans les locaux de Roland Jourdain, vous allez voir tout à l'heure, parce que j'ai grandi à Concarneau, pas très loin d'ici, et donc je traînais un peu dans les parages, et c'est comme ça que je suis tombé sur Corentin, en 2015, qui travaillait sur un projet que vous connaissez sûrement. Il travaillait sur les low-tech, donc l'inverse des high-tech, des systèmes assez simples pour avoir accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture. Et il embarquait tout ça dans un bateau laboratoire, ce petit catamaran, où on essayait de vivre en autonomie en utilisant le moins de ressources possible. Moi, j'étais à bord de ce bateau pour travailler sur un dessalinisateur, donc un système pour transformer l'eau de mer en eau douce. Et j'ai construit ça, je suis parti en 2016 entre le Maroc et le Sénégal sur le bateau. On avait des poules à l'arrière, on avait une culture de spiruline pour
pour donc, se nourrir. On avait des salades en hydroponie, des verres de farine. Bref, vous avez sûrement vu la série Arte. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et j'ai fait escale, donc c'était en avril 2016. J'ai fait escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées de la ville, qui avait vraiment du plastique partout. Et à côté de ça, il y avait quand même beaucoup d'ingéniosité, parce que finalement, c'est dans les pays sous contrainte qu'on innove le plus, qu'il y a le plus d'ingéniosité. Et donc, à Dakar, on était capable de recycler des canettes d'alu si on voulait. À chaque coin de rue, il y a des gens qui avaient des moules en sable et qui pouvaient fabriquer des casseroles. Il y avait quasiment de la récup partout, mais le plastique était laissé de côté, puisqu'il n'y avait pas forcément de système de transformation des déchets plastiques. Donc c'est parti de là, en 2016, en se disant comment est-ce qu'on peut avoir cette approche, garder cette approche de faire de la low-tech, de faire de l'open source, pour rendre accessibles des systèmes complexes de recyclage du plastique aux pays qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Alors on a commencé avec une petite équipe au début à bricoler c'était un système pour transformer le plastique en carburant. Donc c'était vraiment il y a 6 ans. Vous voyez que c'était quand même assez rudimentaire. Un pot de peinture, on mettait des déchets dedans et finalement on essayait de faire une distillation du plastique pour en refaire du carburant. Ensuite, on a eu l'idée d'avoir un peu comme Corentin un bateau démonstrateur pour mettre en avant ces technologies. Et donc on a récupéré des coques, donc ça c'est à Port-la-Forêt, là, juste à côté. Et on a récupéré des coques de Tornado et on a commencé à faire des premiers essais. Donc là vous imaginez que les premiers partenaires qui nous ont suivis dans l'aventure, quand on en était là, il fallait quand même sacrément y croire. Et donc là on faisait les essais de stabilité sur ces 2 coques de Tornado. Et puis petit à petit on a commencé à fédérer une équipe. On a travaillé avec des architectes parce qu'on s'est dit il faut que ces systèmes-là ils soient bien conçus. Donc on a quand même été au-delà des pots de peinture. On a travaillé avec les filiales de Veolia pour développer des premières micro-usines en open source pour transformer le plastique en carburant. Et puis on a mis ça sur un bateau qu'on a appelé Ulysse, qui était un bateau complètement recyclé, donc avec les coques de Tornado et puis tous les matériaux qu'on utilisait. On a construit ça chez Roland Jourdain à Concarneau, chez Explore. Donc ça, c'est le prototype de pyrolyse, vous voyez, qui a un petit peu évolué depuis le pot de peinture. On a mis tout ça sur notre catamaran. On avait conçu ça pour que ça soit en ligne, pour que ça soit lisible, on va dire, et que ça soit facilement compréhensible de tout le monde. Donc on voyait le plastique qui pouvait se transformer en carburant. Donc ça, le bateau, on l'a appelé Ulysse. On l'a inauguré en 2018 à Concarneau, avec Brune Poisson et Roland, qui était le parrain du bateau. Et puis grâce à ça, on a fait un tour de France pour présenter un peu le système. Alors l'objectif, c'était pas forcément de parler de bateau, mais plutôt de systèmes qui pourraient être implantés sur les côtes avant que le plastique arrive dans l'océan. Mais le bateau était pour nous un super ambassadeur, puisque on pouvait faire venir à peu près n'importe qui dessus pour présenter un système finalement qui n'était pas très sexy. On parlait de recyclage du plastique. Et on a fini notre tour de France en 2018 en grutant ce bateau sur le toit des Galeries Lafayette à Paris, qui n'avait jamais eu de bateau sur le toit des Galeries Lafayette. On a fermé le boulevard Haussmann une nuit, et puis on est arrivé avec une grue de 30 mètres, on a mis le bateau sur le toit. Et à partir de ce moment-là, ça ne servait pas à grand-chose, hein, mais à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à nous croire. Les gens ont commencé à dire « Ah ok, en fait, ils sont suffisamment fous pour mettre un bateau sur le toit des Galeries Lafayette, donc ils vont peut-être faire quelque chose de bien. » Et donc tout ça nous a amené vers ce projet beaucoup plus gros aujourd'hui. Et je voulais revenir rapidement sur le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'agir comme ça. Et donc avant de comprendre l'action de Plastic Odyssey, il faut comprendre d'où vient la pollution plastique. Et en fait, on est tous au courant qu'il y a une pollution plastique, mais il y a beaucoup de fake news, donc on a tous une image qui est très fausse du sujet. Donc je voulais vous passer 2-3 fake news pour vous expliquer un peu mieux ce que c'était que cette pollution plastique. La première, c'est la plus connue, c'est ce fameux continent de plastique. Vous avez tous entendu parler du 7e continent, d'îles de déchets, on voit des photos. Tout ça, en fait, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe. Ça, c'est une photo du 7e continent. C'est une photo qui a été prise il y a quelques années par Tara. On voit bien que c'est juste la mer, une étendue d'océan, avec des microparticules, mais qui finalement ne sont pas visibles à l'œil nu. Et on en compte plus qu'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça un continent de plastique. C'est juste parce que ça fait la taille d'un continent et que c'est une zone où on compte plus de microparticules qu'ailleurs.
Mais en réalité, si on ramasse la totalité de ce continent de plastique, on a la même chose que ce qui se déverse tous les 2 jours dans l'océan. Donc c'est pas du tout là où il faut mettre notre énergie. Donc malheureusement, le nettoyage de l'océan, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le plastique, il coule. Donc en majorité, il est au fond de l'eau, et le reste est décomposé en petites particules. Une autre fake news que je voulais vous partager, elle concerne les rivières. Vous avez peut-être entendu parler de ça aussi. On a vu ces derniers temps des articles qui disaient 90% des plastiques provient de 10 rivières. Ça, c'est complètement faux, et ça, c'est en fait une étude scientifique qui a été mal interprétée. En réalité, le plastique qui vient des rivières, c'est à peu près 7%. Donc on est très très loin des 90%. Et puis une dernière fake news assez récente qui concernait la pêche, qui vient d'un film, Seaspiracy, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui disait en fait le problème du plastique, c'est la pêche. Alors, le but, c'était de montrer qu'il y avait des problèmes de pêche, de surpêche, etc. Ce qui est vrai, il y a des problèmes avec la pêche, mais ce n'est pas la majorité du plastique, de la pollution plastique. Donc ça, c'est une fake news aussi. La pêche, c'est environ 7% aussi. Et donc, quand on regarde un peu les sources de la pollution plastique, et donc là où il faut agir, on se rend compte que le nettoyage de l'océan, c'est absolument pas la priorité. En tout cas, c'est vraiment la dernière étape quand on aura traité les grands enjeux. Les rivières, la pêche, c'est pas le plus simple non plus. Et donc finalement, là où on peut avoir un impact rapide, c'est sur les côtes. C'est à terre, c'est là où on consomme du plastique, là où on génère des déchets et où ce plastique s'entasse dans des décharges à ciel ouvert. Si vous connaissez un peu la loi de Pareto des 80-20, on se rend bien compte que si on veut atteindre les 80% les plus efficaces, les plus simples, il faut donc bien agir ici avant qu'il soit trop tard. Et donc on considère que toutes les villes qui se trouvent à moins de 50 km de la côte sont à l'origine, en tout cas peuvent être à l'origine de cette pollution plastique. Et donc ça concerne surtout les pays qui n'ont pas aujourd'hui de moyens de gestion des déchets. Et donc quand on regarde cette carte, ça c'est une carte de la gestion des déchets, du traitement des déchets dans le monde, toutes les zones en jaune ou rouge sont des zones où on n'a pas ou peu d'infrastructures de gestion de déchets. Et en plus de ça, c'est des pays qui reçoivent les déchets des pays riches. Donc les États-Unis exportent, l'Europe exporte énormément de déchets dans ces pays qui déjà croulent sous leurs propres déchets. Et donc on se retrouve dans des situations comme ça, comme à Beyrouth, au Liban, des montagnes de déchets, on ne sait plus quoi en faire, on les entasse au bord de la mer, et donc au premier coup de vent, ça se déverse dans l'océan. Ça, c'est la première escale du bateau. Je vous montrerai la carte tout à l'heure. Là, il est en mer en ce moment, et il arrive à Beyrouth lundi. Donc lundi, on va se retrouver face à ces montagnes de déchets. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut transformer ces déchets pour en faire des solutions, des ressources utiles localement. Alors, un autre exemple, avant de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces déchets, ça c'est la décharge de Conakry en Guinée. Une décharge qui brûle à ciel ouvert. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre des gens, des entrepreneurs, comme Mariam ici en Guinée, qui recyclent déjà le plastique. Alors, de manière très artisanale, et donc pas forcément ce qu'on a envie de voir, puisque c'est dans des conditions qui ne sont pas terribles. Mais elle fait fondre le plastique avec une marmite, et elle en refait des briques, des pavés pour les sols, et elle a déjà une dizaine d'employés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des déchets, il y a des gens qui ont des bonnes volontés, qui veulent transformer ces déchets, en faire quelque chose. Il manque juste des outils, des bonnes pratiques, mais on a déjà une base qui est assez intéressante. Et donc typiquement, nous, c'est ce qu'on a cherché à faire. On s'est dit comment est-ce qu'on peut réussir à fabriquer des systèmes qui sont les plus simples possibles, qui restent des machines industrielles, donc semi-industrielles, et qui permettent de traiter les déchets dans de bonnes conditions pour en refaire directement des produits finis qui vont servir localement. Donc on a mis au point comme ça des machines inspirées beaucoup de ce qui se faisait dans les pays cibles. Par exemple, on est parti au Caire, ça c'est dans le quartier des Abalines au Caire, où 70 000 personnes vivent du recyclage informel. Donc ça c'est un fabricant de broyeurs qui fabrique depuis des années des broyeurs qui fonctionnent très bien, mais il n'y a pas de plan, pas de brevet ou quoi que ce soit. Et donc ces broyeurs-là, ils sont utilisés uniquement sur place dans le quartier. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rétro-ingénieré, on a refait les plans avec ce constructeur des broyeurs pour que ce broyeur puisse aussi être construit dans d'autres pays, et pas uniquement au Caire.
On est parti au Burkina, ça c'est une pyrolyse qu'on a découverte au Burkina Faso, donc qui permet de transformer le plastique en carburant. On travaillait déjà là-dessus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Quand on leur a demandé c'est qui l'ingénieur chez vous, ils ont rigolé, ils ont dit mais il n'y a pas d'ingénieur. Nous on a regardé YouTube et on a construit ça. Et donc là, on a halluciné, on s'est dit, mais c'est quand même incroyable, parce qu'en fait, si on est capable de construire ça avec YouTube, alors justement, il manquait quand même quelques éléments. Il n'y avait pas de vanne de sûreté, typiquement, donc à un moment donné, ils se sont fait exploser parce qu'ils avaient oublié de mettre une vanne de sécurité. Mais bref, en tout cas, il y avait quand même des choses qui existaient, qui étaient construites, et on s'est dit, si on arrive à mettre ces systèmes-là, les améliorer, mettre les plans en open source, partager ces solutions, on va permettre à plein de gens de les reconstruire et de monter des usines industrielles de recyclage du plastique. Alors pour faire quoi? Par exemple, on peut transformer les déchets pour faire des pavés. Donc vous avez vu les pavés de Mariam, c'était un peu rustique. On peut faire des trucs avec des systèmes un tout petit peu plus industriels, mais quand même très simples. On peut faire des pavés comme ça qui s'emboîtent pour les trottoirs, pour les routes. On peut faire des tuiles pour les toits des maisons. Ça, c'est des tuiles en pavé. On peut faire des palettes de transport. Pareil, ça, c'est une palette qui a été fabriquée à partir de déchets plastiques. On fait des planches. Ces planches, on les assemble et on fait des palettes. Au lieu de déforester, on peut faire des palettes en plastique. Et on peut faire, par exemple, du tube pour les canalisations d'eau usée. Et quand il y a des problèmes de plastique, souvent, il y a aussi des problèmes d'eau usée. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Tout ça, on s'est dit, on va mettre ces machines dans un container maritime, dans un container 20 pieds, et on va créer des micro-usines clés en main. Donc on va faire en sorte d'aller encore plus loin pour simplifier, pour donner accès à ces outils. Et donc on a commencé à construire des usines, comme vous voyez ici, avec tous les éléments pour broyer le plastique. Donc là on a un broyeur à gauche, on broie les déchets, on en fait des copeaux. Ces copeaux, on les met dans l'extrudeuse. Et derrière, ils vont être fondus donc à 200 degrés pour en faire une pâte. Et cette pâte, donc ça reste du travail qui est assez manuel, mais le plastique n'est pas brûlé, donc il n'y a pas les fumées qui peuvent rester sont aspirées. Et derrière, ce plastique-là, on va le mettre sous presse et on en fait assez simplement, comme vous pouvez voir là, on en fait ces fameux pavés pour les trottoirs. Donc ça, c'est des petits pavés, ça demande peu d'énergie parce que c'est des petites machines. Et cette usine, elle va partir à la fin du mois à Conakry. Donc justement, on va l'installer chez Mariam, qui, dans son entreprise qui recycle avec la marmite, et elle pourra fabriquer des pavés de meilleure qualité et en plus grande quantité aussi. Alors ça, c'est les pavés qui s'imbriquent comme des Lego. On en fait un aussi pour faire des planches et des palettes, qui partira au Togo aussi à la fin du mois. Et l'idée, c'est comme ça d'avoir plusieurs systèmes qui ne fonctionnent pas uniquement techniquement, mais qui fonctionnent aussi économiquement. Donc c'est des usines, on va dire, des modèles technico-économiques qui sont des modèles rentables et qui permettent à des gens d'en vivre. Donc c'est vraiment, on adresse ça grâce à l'entrepreneuriat. Et donc l'idée, c'est bien donc de trouver ces entrepreneurs qui vont faire tourner les usines. C'est bien beau d'avoir des machines, d'avoir des usines, mais si personne, s'il n'y a pas de chef d'entreprise ou d'entrepreneur derrière pour les faire tourner, on ne va pas aller bien loin. Et donc c'est pour ça qu'on a ce bateau qui est un peu notre flagship, notre bateau ambassadeur, qui embarque des prototypes de toutes ces machines. Donc à l'arrière du bateau, on a une dizaine de machines. On va avoir quasiment 150 mètres carrés d'atelier, donc avec broyeurs, extrudeuses, des machines de recyclage. On a aussi une pyrolyse, c'est le container qu'on voit à l'arrière, qui permet de transformer le plastique en carburant. Et donc tout ça, ça devient un bateau laboratoire qui est parti le 1er octobre, qui vient de partir pour 3 ans de mission, avec un objectif de, on le voit, donc d'aller dans chaque pays, dans les 30 pays les plus touchés par la pollution, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, pour former ces entrepreneurs. Donc dans chaque pays, on va avoir une dizaine d'entrepreneurs qui vont venir, qui vont être incubés à bord du bateau, qu'on va former sur les machines de recyclage, qu'on va former à l'entrepreneuriat, et surtout qu'on va mettre en contact avec des investisseurs locaux, avec des décideurs politiques, des clients qui vont pouvoir acheter leurs produits, des entreprises qui ont des déchets, qui ne savent pas quoi en faire, qui vont pouvoir leur donner ou leur vendre des déchets. Tout ça pour leur permettre de créer des micro-usines, de créer des entreprises de recyclage dans les pays qui aujourd'hui en ont pas. Et donc tout ça, les escales vont durer 3 semaines à chaque fois.
Et ce qu'on cherche à faire, c'est de créer une sorte de communauté de réseau mondial d'entrepreneurs du recyclage qui vont acheter des déchets, les transformer et donc finalement éviter qu'ils soient laissés par terre. Donc cette expédition, elle est partie, donc comme je vous le disais, la semaine dernière. La première escale, c'est le Liban. Et on va poursuivre comme ça. Et en parallèle, construire ces usines dans les containers. Donc là, on a déjà commencé, avant même que le bateau soit parti. Et en parallèle de ça, pouvoir fournir des micro-usines à ces entrepreneurs qu'on aura formés et incubés. Alors ça, on va dire, c'est le cœur de l'expédition. On travaille aussi beaucoup sur la réduction du plastique, mais plutôt via les changements de comportement. Donc on a une équipe embarquée qui travaille sur comment est-ce qu'on arrête de consommer du plastique. Et donc pour ça, ce n'est pas forcément un axe de recherche technique, c'est plus une recherche en sciences sociales. Donc on embarque des scientifiques qui vont essayer de comprendre dans chaque pays pourquoi on consomme du plastique. Donc alors qu'on s'intéresse aux entrepreneurs du recyclage d'un côté, on va aussi s'intéresser aux consommateurs, donc plutôt au grand public, pour comprendre pourquoi on consomme du plastique. Et donc finalement avoir ces deux volets pour réduire durablement la pollution plastique. Ouais, merci.